Bienvenue à tous à ce quatrième petit déjeuner sur les solutions fondées sur la nature du projet Nature for Cities. Donc, juste pour un petit rappel, Nature for Cities, c'est un projet du programme Horizon 2020, du programme européen Horizon 2020, qui avait pour objectif de valoriser les solutions fondées sur la nature et de permettre de faciliter leur mise en place en milieu urbain pour les porteurs de projets au moyen du développement d'une plateforme qui contient un panel d'outils pour l'aide à la connaissance, à l'évaluation et à la mise en place des solutions fondées sur la nature. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on réalise notre série de petits déjeuners SFN. Donc le premier petit déjeuner, il revenait sur le concept général de solutions fondées sur la nature, sur la démarche que ça représente. Le deuxième petit déjeuner s'est intéressé à l'évaluation, au diagnostic et à l'évaluation des solutions fondées sur la nature. Le dernier petit déjeuner qu'on a réalisé en décembre portait sur les sujets de gouvernance autour des solutions fondées sur la nature en milieu urbain. Et puis, le prochain petit déjeuner, qui sera le dernier de la série, il portera sur la présentation des outils de la plateforme qui ont été développés dans le projet. Et donc, aujourd'hui, on se concentre sur les enjeux économiques autour des projets de solutions fondées sur la nature en milieu urbain, à travers les questions suivantes. Donc, en quoi les SFN, elles peuvent être économiquement avantageuses, comment identifier les impacts économiques des projets de SFN et enfin comment pouvoir financer les SFN et créer des modèles économiques soutenables autour de ces projets. Donc je vais d'abord commencer par vous faire une petite introduction pour rappeler les enjeux autour de toutes ces questions-là. Puis Benedetto Rugani, qui est un de nos partenaires dans le projet Nature for Cities, vous rappellera les enjeux autour de l'évaluation économique des SFN et vous présentera la méthode d'évaluation qui a été réalisée dans le projet Nature for Cities. Et enfin, Théo Mouton de la mission économie de la biodiversité du CDC Biodiversité fera aussi un bref rappel de tous ces enjeux-là et présentera une analyse de cas pratique autour des bénéfices monétaires des SFN pour le projet du parc des Égalades à Marseille, qui est un projet en cours de planification. Donc, je vais d'abord commencer par vous faire un petit rappel autour de tous ces enjeux. Donc déjà, juste pour rappel, les SFN, ce sont des stratégies, des actions ou des projets physiques qui s'appuient sur la restauration des écosystèmes et qui sont donc conçus pour apporter des bénéfices au regard de plusieurs enjeux comme l'adaptation au changement climatique, la biodiversité, la santé et le bien-être, etc. Donc, ces enjeux menacent la vie en milieu urbain. Il devient donc urgent de passer à l'action et les SFN peuvent représenter une solution d'aménagement urbain innovante pour rendre les villes plus résilientes. Et donc, pour se développer, elles doivent être financées. Et pourtant, la mise en place de ces solutions, elle rencontre encore des freins économiques puisque ce sont des solutions techniques nouvelles et complexes et pour lesquelles on manque encore de retours d'expérience. Et aussi d'incitation au niveau économique. Et donc, pour encourager le développement des SFN, il va être nécessaire de repenser notre approche économique de l'aménagement urbain pour comprendre en quoi ces solutions elles peuvent être pertinentes et même avantageuses d'un point de vue économique, et donc trouver des outils adaptés pour les financer. Donc, premièrement, quels peuvent être les freins économiques au développement des SFN? Eh bien, l'une des barrières principales à leur financement, c'est que ça va provenir de notre perception habituelle autour des bénéfices, puisque la vision économique majoritaire va généralement être celle d'une vision à court terme qui est basée sur la rentabilité, et donc dans laquelle les SFN sont perçus comme des solutions non rentables. Donc cette vision, elle va aussi contribuer à favoriser des choix politiques souvent à court terme en matière d'aménagement urbain, avec des solutions qui donnent des résultats rapides. Et donc par leur caractère nouveau, les coûts et les bénéfices des SFN, ils sont encore difficiles à quantifier, ce qui les rend plus difficiles à défendre face à ce qu'on appelle les solutions grises, les solutions conventionnelles. Et le retour sur investissement flou va maintenir l'idée qu'investir dans les SFN, c'est quelque chose de plus risqué. Donc en conséquence, les investisseurs ne sont pas toujours prêts à financer ces solutions et les décisions politiques, elles peuvent se tourner vers ce qui sera perçu comme des solutions de moindre risque. Donc, pour percevoir l'intérêt économique des SFN, il va être nécessaire d'adapter notre approche à court terme puisqu'elle n'est pas adaptée finalement aux besoins de ce type de système, qui sont des systèmes vivants avec des besoins de gestion appropriés qui sont bien différents de ceux des infrastructures grises. Donc pourtant, l'attention, elle est trop souvent portée sur les coûts d'investissement au détriment de la planification de modèles économiques à long terme.
Or, la phase de mise en œuvre des SFN, elle peut souvent se révéler moins coûteuse comparée aux solutions grises, mais en revanche, les coûts de fonctionnement pour assurer la maintenance et l'entretien des espaces qui ont été créés, ils vont être, particulièrement dans les premières années, ils vont être très importants à prendre en compte pour assurer la provision et le maintien des services écosystémiques qu'on attend des SFN. Donc la répartition des coûts et bénéfices dans le temps, elle va finalement être assez différente entre infrastructures grises et solutions fondées sur la nature. Et les dépenses devraient être rééquilibrées en planifiant des modèles économiques durables à long terme qui peuvent sécuriser le retour sur investissement. Donc les SFN peuvent être des solutions pertinentes économiquement puisque tout d'abord, elles peuvent permettre de réduire les coûts. Grâce aux bénéfices environnementaux et sociaux qu'elles apportent, elles vont finalement aussi apporter des bénéfices économiques puisque effectivement, si elles sont bien conçues, les SFN demanderont souvent moins de moyens et on peut s'attendre à des économies, une efficacité énergétique et des ressources sur l'ensemble de leur cycle de vie. Comme on l'a dit, ces solutions, elles peuvent nécessiter un entretien plus important que les solutions grises au départ, mais leurs bénéfices vont augmenter dans le temps alors qu'une solution grise va tendre à se détériorer et demander de plus en plus d'entretien au fil du temps. Par exemple, à l'image d'un système d'endiguement classique comparé à un système de végétalisation pour la stabilisation des berges, dont l'efficacité devrait augmenter au fil du temps avec le développement du système racinaire des végétaux. Donc les SFN, elles apparaissent finalement comme plus durables et résilientes aux changements environnementaux que les solutions grises et on peut s'attendre à des besoins de renouvellement moindres, conduisant à finalement des économies substantielles. Et enfin, les SFN permettent d'éviter des coûts puisqu'elles répondent simultanément à des enjeux multiples, contrairement aux solutions grises qui vont être sectorielles et rechercher un optimum pour un enjeu donné. Une SFN, elle va pouvoir se substituer à plusieurs solutions grises et donc ouvrir des opportunités de cofinancement qui vont permettre de réaliser des économies finalement dans tous les secteurs impliqués. Les SFN, elles peuvent aussi créer de la valeur économique puisque si on observe leurs effets à long terme, donc on peut avoir de la valeur économique sur un territoire. Premièrement, les techniques d'ingénierie écologique, elles vont être souvent moins chères que celles de l'ingénierie civile et elles font appel à des ressources qui sont non délocalisables, ressources physiques, les emplois. Et de plus, les territoires plus verts, ils vont attirer de nouveaux habitants, de nouvelles activités, de nouveaux touristes, ce qui peut ainsi conduire à la création de nouveaux emplois, des territoires plus dynamiques. Et le développement des SFN, il ouvre ainsi la voie à de nouveaux modèles économiques plus durables, par exemple en créant des activités liées à la biodiversité. On peut citer l'exemple de la filière qui se développe autour du label végétal local, par exemple. Donc, pour développer cette vision à long terme, il est important d'identifier en quoi les SFN vont être des systèmes tout à fait différents des infrastructures grises. Et donc, pour mieux quantifier cela, il y a une nouvelle vision de l'évaluation économique des SFN qui va se développer autour de notions comme le coût global, l'analyse coût-bénéfice, l'analyse des coûts du cycle de vie, etc. Et donc, de nombreuses études sont conduites pour permettre aux porteurs de projets de mieux quantifier les coûts et bénéfices attendus pour leur scénario, comme par exemple l'échelle d'évaluation monétaire de Nature for Cities, dont Benedetto va vous parler après moi, ou encore la méthode utilisée pour évaluer le projet du parc des Égalades que Théo vous présentera tout à l'heure. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, on peut se demander comment pouvoir financer les solutions fondées sur la nature. Puisqu'effectivement, même lorsque vous êtes prêt à financer les SFN, la limite, c'est souvent le manque d'expérience sur les sources de financement possibles pour ce type de projet. Donc voilà juste quelques citations de quelques exemples de méthodes et outils de financement qui peuvent être utiles pour des interventions directes sur des espaces sur lesquels on souhaite mettre en place des SFN. Donc premièrement, une première possibilité, c'est d'utiliser de façon innovante les sources de financement existantes, par exemple les budgets publics, en créant de nouvelles collaborations, de nouveaux partenariats interservices qui vont être facilités par l'approche multidisciplinaire des solutions fondées sur la nature et dont l'objectif est d'encourager des cofinancements avec d'autres services. Ensuite, il est possible d'explorer de nouvelles sources de financement, puisque ces dernières années, avec la prise de conscience accrue autour des enjeux urbains, il y a des structures locales et régionales qui ont ouvert des financements pour des projets environnementaux. Par exemple, pour les projets d'adaptation au changement climatique, notamment autour de la gestion des eaux pluviales, on peut obtenir des financements de structures comme les agences de l'eau, ou encore les conseils régionaux qui sont l'intermédiaire de fonds européens spécifiques comme les FEDER. Et le développement ces dernières années du concept de SFN, il a aussi permis l'essor des programmes de financement européens comme le programme LIFE ou le programme Horizon 2020 dont Nature for Cities fait partie. Et donc de nombreuses villes en France ou en Europe, elles ont pu bénéficier de ces programmes et développer les SFN sur des sites pilotes en tant que villes partenaires de ces programmes grâce à des subventions et un support technique.
Et donc, cela peut représenter une vraie opportunité, même si les candidatures à ces projets, elles peuvent demander un investissement en temps important. Et il existe des structures aujourd'hui pour vous accompagner dans le montage des dossiers de candidature. Enfin, il y a aussi la possibilité d'obtenir des financements de la part de structures privées, d'organismes de bienfaisance qui développent également de plus en plus de dons en faveur de projets environnementaux comme les SFN. Et enfin, une autre alternative qui a gagné en popularité ces dernières années, c'est le crowdfunding ou financement participatif, qui permet à de nombreuses personnes de contribuer à un projet pour un montant relativement faible. Donc ce type de financement doit être utilisé en conjonction avec d'autres sources de financement, mais son intérêt ici, c'est qu'il peut encourager la sensibilisation et l'implication des communautés locales. En Écosse, par exemple, My Park Scotland, c'est une plateforme de crowdfunding qui a été utilisée pour réunir des fonds pour les parcs et espaces verts publics. Deuxièmement, il est possible de rendre les SFN attractifs pour financer des interventions indirectes, puisque effectivement, comme on avait évoqué dans le précédent petit déjeuner, la réponse à un enjeu urbain, elle ne peut pas toujours être appréhendée directement par la collectivité sur les espaces lui appartenant, et parfois elle tient dans les mains des acteurs privés, comme c'était par exemple le cas de la métropole de Lyon, dont la canopée urbaine appartenait à plus de 70% à des acteurs privés. Donc, dans ce cas, il est possible d'encourager ces parties prenantes à agir en faveur de l'environnement et de rendre les SFN plus attractives via des incitations économiques. Il y a de nouveaux instruments qui peuvent être développés pour stimuler l'investissement privé dans les SFN, par exemple à travers des réductions de taxes et des subventions qui vont récompenser les actions en faveur de la nature. Un outil qu'on peut citer dans ce cadre, ce sont les paiements pour services écosystémiques PSE, qui implique des paiements aux propriétaires d'espaces ou de ressources naturelles en retour de la garantie de provision d'un service écosystémique défini. Donc cette pratique, elle contraste finalement avec le principe du pollueur-payeur. Elle va plutôt suivre ici un principe de bénéficiaire-payeur. Ce sont des pratiques qui peuvent être sensibles et discutées. L'objectif ici, c'est d'inciter les agents économiques à modifier leur comportement vis-à-vis de l'environnement et à développer des activités compatibles avec la biodiversité. Donc finalement, aujourd'hui, dans les projets urbains, il est vrai que le secteur public reste une des sources les plus importantes de financement pour les projets de type SFN et qu'on va retrouver souvent année après année une dépendance aux mêmes sources de financement, ce qui peut rendre les projets vulnérables. Et donc, finalement, une des clés, ça va être la collaboration, puisqu'il peut être intéressant d'impliquer de multiples partenaires de financement dans les projets. Et donc, ça va pouvoir être une clé pour garantir le financement des SFN dans le temps en créant des modèles d'affaires plus durables. Le partage des responsabilités, il peut en effet avoir pour effet de diminuer la perception du risque du financement de nouvelles approches comme les solutions fondées sur la nature. Et des financements mixtes peuvent être un bon moyen de garantir la faisabilité des projets de SFN, pourquoi pas par exemple à travers des modèles économiques de partenariat public-privé où on peut avoir des partenariats entre des structures publiques et des entreprises et dans lesquels les citoyens et associations peuvent également prendre part. Donc le financement des SFN, il sera aussi fortement lié au choix de gouvernance. Et dans Nature for Cities, il y a un outil de présélection du modèle économique qui a été créé et qui pourra vous aider à vous poser les bonnes questions sur les besoins de financement de vos projets de solutions fondées sur la nature. Donc pour conclure, l'idée principale, c'est que les SFN, ce sont des solutions pertinentes d'un point de vue économique. Mais en ignorant ce type de solution, les villes risquent de faire face à des coûts de gestion de la crise climatique qui vont être de plus en plus importants, avec des inondations et d'autres événements climatiques plus fréquents, plus intenses, des températures qui augmentent, etc. Et donc, les coûts évités maintenant risquent d'apparaître plus tard de façon accrue. Donc, c'est pourquoi il est nécessaire de développer une vision à long terme des futurs aménagements urbains en ne prenant pas seulement en compte les impacts économiques, mais aussi les impacts environnementaux et sociaux. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que une fois alignés avec cette vision, eh bien, on s'aperçoit que les SFN peuvent être avantageuses économiquement. Elles permettent non seulement d'éviter des coûts, mais aussi de créer de la valeur économique par la création d'activités locales ou d'une économie circulaire. Et donc, si investir dans les SFN est nécessaire, il faut réaliser des projets efficaces et soutenables d'un point de vue économique à travers la création de nouveaux mécanismes de financement et des principes de coopération, de financement à moyen et long terme, donc qui sortent des logiques traditionnelles de court terme. Bonjour à tous. Merci Marion, merci pour l'invitation. Et je m'appelle Benedetto Rogani. Je suis chercheur en environnement, chef de projet au sein du LIST. C'est un centre de recherche public du Grand-Duché de Luxembourg.
Et dans le cadre de Nature for Cities, j'ai opéré en qualité de responsable du paquet de travail sur l'évaluation socio-économique des solutions fondées sur la nature. Et ce que je vais vous présenter dans les prochaines 15 minutes, c'est un petit peu notre point de vue sur l'approche développée dans ces projets. Et je vais introduire dans un premier temps les concepts d'impact économique liés aux SFN. Puis, je vais vous donner quelques bases sur les principes d'analyse coût-bénéfice qu'on a élaborés, ainsi que des éléments d'avantages obstacles liés à la mise en œuvre de ces solutions. Et enfin, je vais vous faire un petit sommaire sur ce qui concerne les performances économiques des SFN comparées avec les solutions traditionnelles prises. Voilà. Avant tout, c'est indispensable de remarquer que les SFN sont nés en fait pour réaliser plusieurs objectifs et défis à l'échelle soit individuelle, soit communautaire, et pas juste de nature environnementale, mais aussi sociale et enfin surtout économique. Et tous ces enjeux se réalisent à travers l'amélioration de nombreux bénéfices environnementaux, la plupart desquels peuvent satisfaire un ou plusieurs objectifs, comme par exemple dans les cas de la santé humaine ou du changement climatique. Et voilà, si dans un côté, les liens entre les défis biophysiques et les bénéfices environnementaux pour le bien-être humain et la biodiversité est clair, dans l'autre, l'impact économique lié à l'implémentation des SFN, que ça soit positif ou négatif, n'a été pas assez étudié jusqu'aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une approche solide pour l'évaluation des faisabilités économiques d'un projet SFN doivent se baser sur plusieurs piliers, comme par exemple l'analyse des coûts bénéfices et des co-bénéfices directs et indirects, sachant que la plupart des bénéfices ne rentrent pas dans les produits qui sont normalement commercialisés et qui n'ont pas de la sorte un prix économique, et que les coûts ne doivent pas seulement comprendre les investissements, les activités opérationnelles en fait, mais aussi les coûts sociaux comme les externalités négatives. Un exemple surtout sont les augmentations des prix des maisons qui sont proches des forêts urbaines, par exemple, ou les coûts de purification de l'eau polluée. Et enfin, il faut considérer que tous ces coûts et bénéfices sont variables, soit dans les espaces, soit dans les temps, et donc ils ajoutent un niveau en plus de complexité. Donc, c'est sur la base de ces piliers que dans Nature for Cities, on a développé un concept d'évaluation d'impact économique des SFN qui prend en compte toutes les phases des cycles de vie de la solution, donc notamment la phase de mise en œuvre, la phase opérationnelle et la phase de fin de vie des matériaux et composants et des déchets éventuellement générés, quantifiant tous les coûts et bénéfices avec une valeur environnementale et une valeur purement économique. Donc, tout traduit en valeur monétaire, les rapports entre les coûts et les bénéfices dans les temps déterminent ce qu'on appelle net benefit, c'est-à-dire les bénéfices économiques pour la société et ou les individus au net des coûts totaux. Mais avant de rentrer un peu plus dans les détails, c'est bien de fournir quelques bases théoriques sur le concept des services écosystémiques, sur lesquels on a basé notre notion de bénéfice environnemental. Et en fait, les services écosystémiques, qui sont normalement classifiés en trois grandes catégories, comme illustré ici, représentent les bénéfices que les humains tirent du fonctionnement des écosystèmes. En fait, il est intéressant ici, c'est de remarquer sur le fait que pour chaque service, même les services qui ne sont pas normalement comptabilisés dans les marchés économiques traditionnels, comme les services de régulation ou les cultural services, sont schématisés dans l'image à votre gauche. La littérature scientifique, en fait, permet d'appliquer sur ces services des approches d'évaluation économique et calculées en valeur monétaire. Et en plus, il faut dire que les services écosystémiques ne sont pas juste liés aux enjeux qu'on a vus avant,
mais sont surtout des vrais biens et services générés par les SFN. Ce qui confirme en fait la relation très forte entre les différentes solutions fondées sur la nature, leurs nombreux multiples liens aux bénéfices et donc leur opportunité pour la société d'accomplir des objectifs de développement durable. Et ça, c'est vrai surtout à l'échelle des villes. Voilà, donc dans ces contextes et dans l'analyse des coûts-bénéfices développés en Nature for Cities, un rôle primaire et essentiel est expliqué par la méthodologie d'analyse des coûts des cycles de vie, donc appelée Life Cycle Costing en anglais, qui permettent d'avoir une vue d'ensemble des coûts distingués selon le niveau des regroupements et selon qu'elles concernent les fabricants ou l'utilisateur. Et en plus de cela, dans les modules d'évaluation socio-économique de Nature for Cities, on a ajouté la valeur des services écosystémiques générés par les SFN à travers la comptabilisation globale des externalités environnementales qui sont associées au coût des cycles de vie de chaque solution fondée sur la nature. Donc, une autre étape importante qui a été accomplie dans Nature for Cities concerne l'identification et la caractérisation des barrières et leviers liés à la réalisation et mise en œuvre de solutions fondées sur la nature. Et c'est catégorise en fait en trois groupes, c'est-à-dire la connaissance, la gouvernance et bien sûr l'économie. Et sous ces dernières, les inhibiteurs des CSFN, donc les barrières sont notamment trois, c'est-à-dire la perception des bénéfices, les contraintes budgétaires et la perception du risque. Et les mêmes groupes se retrouvent entre les moteurs des SFN, avec plus de sous-groupes économiques, donc notamment la réduction des risques, les appuis des autorités, la création des conditions pour des nouveaux modèles d'affaires et de financement, compétition coopérative, financement à moyen long terme et stratégie d'autofinancement et d'autogestion comme on a été présenté d'abord. Donc, toutes ces barrières et leviers ont été analysés en détail pendant plusieurs entretiens, aussi enquêtes en ligne, ateliers qui ont été organisés à l'attention des experts, et des urbanistes aussi, et des travailleurs municipaux et dans les villes pilotes de notre projet. Et comme on peut le constater dans ce tableau, la vérification des obstacles à l'aide des cas réels est assez inégale. Et en fait, les entretiens, les enquêtes et les villes, surtout des Milan et des Szeged en Hongrie, montrent un niveau moyen d'élever des reconnaissances des obstacles proposés, alors que dans les pays germanophones, ce niveau est très faible. Et en fait, les paramètres clés semblent être l'expérience antérieure sur les projets SFN. Et par contre, en fait, pour ce qui concerne les leviers, ici aussi les paramètres clés et les degrés d'expérience dans les projets de solutions fondées sur la nature. En fait, les contextes ayant une plus grande expérience en matière de SFN, tels que Çankaya en Turquie, par exemple, et les pays germanophones, sont plus enclins à voir les facteurs possibles en comparaison avec les cas moyens, les cas moins expérimentés. Donc l'expérience peut réduire en fait l'impact économique aussi. Donc sur ça, on peut en tirer quelques conclusions générales, comme par exemple que les liens entre les barrières et les leviers sont souvent interdépendants et que les domaines de l'économie et de la connaissance sont plutôt interdépendants des autres. Et ça, c'est en raison du fait que les incertitudes aussi dans un nouveau domaine comme la solution fondée sur la nature pourraient générer des obstacles importants qui peuvent être
traitées par davantage des recherches et des preuves et qui pour l'instant sont très très limitées en fait. Enfin, je voudrais vous donner quelques éléments comparatifs au niveau économique entre les SFN et les solutions traditionnelles qui sont appelées grises. Et en ce contexte, en fait, les solutions fondées sur la nature peuvent se catégoriser en 3 groupes encore, solutions qui sont totalement substitutives, qui sont partiellement substitutifs et non substitutifs. Voilà les premiers groupes, les totalement substitutifs, qui représentent les solutions qui produisent les mêmes services que d'autres technologies traditionnelles, donc sont vraiment remplacés. Et en plus des services écosystémiques additionnels, comme ici reporté les jardins de pluie, les corridors de drainage naturel, les solutions de phytoremediation et management. Et donc, si on compare les SFN avec les solutions grises, l'analyse doit être faite parmi les niveaux d'efficience environnementale économique. Et dans cet exemple ici de la littérature, par exemple, les jardins pluviaux qui sont représentés se sont avérés être une option plus favorable de l'option alternative grise, tant sur les plans financiers, avec à peu près 40% de réduction de coûts, et qu'environnemental, avec en moyenne entre 60 et presque 100% de réduction d'impact. Donc, par contre, dans les cas des solutions partiellement substitutives, comme les toits et les murs verts, ou même l'agriculture urbaine, dans lesquelles l'objectif est plutôt de fournir des services et bénéfices complémentaires aux solutions grises, ou de baisser leur impact environnemental ou économique. En fait, ces solutions ont souvent une durée de vie utile plus longue que les matériaux réfléchissants traditionnels, comme par exemple les toits froids. Et si tous les avantages en matière de construction et d'urbanisme étaient pris en compte dans l'analyse des coûts de cycle de vie, en fait, les toits et murs verts pourraient permettre de réaliser les économies les plus importantes à long terme. Et en tous les cas, même si la littérature commence à être importante, des études supplémentaires devraient être réalisées en vue de quantifier, tous les avantages. Enfin, les solutions non substitutives n'ont pas des alternatives grises, c'est-à-dire que leur valeur est purement additionnelle. Et ça, c'est le cas des forêts urbaines, par exemple, comme on a analysé à Nature for Cities, où leur valeur économique et les net benefits a été comparé plutôt sur les temps par cellule spatiale dans cet exemple, et aussi par service écosystémique analysé. On a ici illustré 2 services d'accumulation de carbone et d'adoption de PM. Et aussi les composants des coûts environnementaux du cycle de vie représentent un composant important. Tout ce qui donne un volet de connaissances sur la complexité de ce système qui est bien détaillé sur les performances et la faisabilité et rentabilité économique de cette solution. Et cette approche a été mise en œuvre dans un système de soutien à la décision qui s'appelle Benefits et qui sera illustré dans les prochains petits déjeuners 5 sur les outils de Nature for Cities, comme il fait partie en fait du plateforme Nature for Cities. Voilà, donc ça c'est tout que je voulais vous présenter ce matin, et je vous remercie beaucoup pour votre attention, et je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous avez. Merci. Très bien. Hop, et bien c'est parti. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Pour ma part, je suis Théo Mouton, donc je suis chargé des publications de la mission économie de la biodiversité à CDC Biodiversité.
Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur la MEB. Donc, la MEB, c'est une initiative de la Caisse des dépôts qui est portée par CDC Biodiversité. Son objectif, c'est d'étudier les liens entre économie et biodiversité, et elle s'inscrit dans l'engagement global de la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires en faveur de la biodiversité. Donc, la diffusion des travaux de la MEB se fait au travers de ses publications, donc, qui sont appelées les Biodivs 2050 et les cahiers de Biodivs 2050. Vous en avez des exemples sur le diaporama. Aujourd'hui, une trentaine de publications ont été publiées et elles sont toutes disponibles sur le site de la MEB en libre accès. Concernant le sujet d'aujourd'hui, donc en 2019, on a publié le document Évaluation socio-économique des solutions fondées sur la nature. Donc l'objectif de cette publication, c'est de mettre en lumière la pertinence économique et de discuter des moyens d'accélérer la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature. Et la publication comprend également 3 études de cas, dont une vous sera présentée aujourd'hui concernant le parc des Égalades. Alors, concernant les avantages des solutions fondées sur la nature, l'objectif c'est de montrer que ce sont des solutions concrètes à des problématiques importantes, qu'elles sont largement défendables face à des infrastructures grises. Donc, je ne vais pas m'étaler parce que ça a déjà été expliqué par Marion. Donc, dans un premier temps, on a notamment leur multifonctionnalité. Donc, c'est-à-dire qu'elles apportent des solutions à un ensemble d'enjeux et non pas à un seul problème, comme cela peut être le cas pour les infrastructures grises. Donc, je vais prendre un exemple. Si on prend un réservoir d'eau classique, un réservoir classique d'eau de pluie, il permettra d'irriguer les plantations, par exemple, en période de sécheresse, tandis que la restauration d'une zone humide, elle permettra également de répondre à cet enjeu, mais elle va aussi stocker l'eau en période humide, protéger l'environnement des potentielles inondations, abriter de nouvelles espèces, épurer l'eau et la relarguer en période chaude, et permettra donc d'épargner les récoltes agricoles d'une sécheresse trop intense. Les SFN ont également des avantages économiques sur le long terme, pour plusieurs raisons qui ont déjà été rappelées. Du coup, grâce à leur durabilité, les SFN nécessitent moins d'entretien et donc potentiellement des économies sur le long terme. Les SFN s'appuient sur des techniques de génie écologique, qui est une filière généralement moins chère que l'ingénierie civile et dont les emplois sont non délocalisables. Et le fait qu'elle soit multifonctionnelle permet d'avoir des cofinancements et donc de réduire les coûts pour les différents types d'acteurs. Un élément important, c'est également l'adaptation à leur environnement. Donc les SFN s'adaptent à leur environnement qui est lui-même en constante évolution, et cela peut constituer un atout majeur pour améliorer la résilience des territoires, en particulier dans ce contexte de changement climatique. Enfin, les SFN sont également en cohérence avec les préconisations du GIEC relatives à la mise en œuvre de mesures sans regret. C'est-à-dire que même dans le cas où une SFN n'atteint que partiellement son objectif, elle s'avérera toujours positive en termes d'utilisation des ressources non renouvelables, d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Concernant l'accélération de la mise en œuvre des SFN, Monsieur Rigatti en a discuté, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est vrai qu'elles sont liées à la systématisation de leur évaluation socio-économique, la démonstration de leur faisabilité technique, l'amélioration des connaissances, la levée des obstacles et la gouvernance et la réglementation. On en discute également dans le cadre de la publication, donc je vous invite à aller voir. Je vais par contre m'attarder un peu plus précisément sur les solutions de financement en faveur des SFN. Donc pour développer un projet de SFN, il est important de diversifier les sources de financement pour faire naître des projets d'ampleur. Ces sources de financement peuvent être cumulées, mais elles sont plafonnées et le recours à une part d'autofinancement est donc aussi à prévoir. Au niveau européen, on a les fonds structurels et d'investissement qui peuvent financer des projets. Donc, on peut ici citer évidemment le FEDER, le Fonds européen de développement régional, le programme LIFE ou encore le mécanisme de financement du capital naturel, le MCFF de la Banque européenne d'investissement, qui favorise les investissements dans la biodiversité et dans l'adaptation au changement climatique. Au niveau de l'État et de ses opérateurs, on peut noter le dispositif Action Cœur de Ville, qui est doté de plus de 5 milliards d'euros sur 5 ans,
dont 1 milliard d'euros de la Caisse des dépôts en fonds propres et 700 milliards en prêts pour accompagner les villes moyennes dans la revitalisation de leur centre-ville. Donc il est fait sur plusieurs lots, mais sur le lot écologie, biodiversité, le dispositif s'accompagne de la démarche S-Green pour accompagner l'amorçage d'une feuille de route relative à la nature en ville pour les villes moyennes et de S-Green Plus pour un accompagnement opérationnel et financier des projets. Au niveau des agences, l'OFB, les agences de l'eau ou l'ADEME peuvent également octroyer des financements. Donc, par exemple, les collectivités peuvent bénéficier de subventions jusqu'à 80% des agences de l'eau pour des projets de déconnexion des eaux pluviales des réseaux lors d'aménagements urbains. Au niveau des collectivités territoriales, les régions peuvent octroyer des aides financières ponctuelles ou structurelles en faveur des SFN urbaines. On a aussi les agences régionales de la biodiversité qui peuvent lancer des appels à projets à ce sujet. Ou il est aussi possible pour les collectivités de prévoir une ligne de budget en faveur d'un budget participatif en permettant des projets de solutions fondées sur la nature urbaine. Il ne faut pas négliger également le rôle des acteurs privés. Donc, il est aussi possible pour les collectivités de mobiliser les acteurs privés sur les territoires pour la mise en œuvre et le financement de projets. Donc, par exemple, CDC Biodiversité a développé le programme Nature 2050 pour adapter les territoires au changement climatique par la mise en œuvre de SFN grâce à l'engagement volontaire des acteurs économiques. Donc, fin 2019, le programme Nature 2050 soutenait la mise en œuvre et le suivi d'une quarantaine de projets sur l'ensemble du territoire métropolitain. Donc, 40 entreprises privées contribuaient au programme pour plus de 4,5 millions d'euros mobilisés. Enfin, on peut également noter certains financements innovants qui voient le jour et qui pourraient être adaptés au SFN en milieu urbain, notamment les obligations vertes, la finance verte, les paiements pour services environnementaux urbains, la compensation écologique en milieu urbain ou encore le financement participatif. Donc j'en arrive à l'étude de cas du parc des Égalades. Donc on a réalisé une évaluation socio-économique ex ante du projet du parc des Égalades, qui est un projet de zone humide urbaine et de réintroduction de la biodiversité en ville sur le territoire de Marseille. Donc ce projet est une SFN car des projets de génie écologique vont être utilisés dans l'aménagement urbain, notamment l'épuration des eaux à travers la création de bassins filtrants, la gestion des débits de la rivière via des procédés naturels, ou encore la contribution du parc à la lutte contre les îlots de chaleur. Donc deux approches économiques ont été combinées pour mener à bien cette évaluation. Donc tout d'abord, l'approche par les retombées socio-économiques pour mesurer l'impact du projet sur l'économie du territoire. Donc cette méthode d'évaluation permet d'évaluer les retombées économiques directes, donc qui sont liées à l'activité de la structure, indirectes qui sont sous-jacentes à la chaîne de fournisseurs, et induites via notamment la consommation du revenu des salariés. On a utilisé le modèle entrée-sortie de Léontieff pour réaliser cette étude. Donc ici, l'étude a été divisée entre les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement. Donc les dépenses d'investissement regroupent les dépenses pour les aménagements hydrauliques, donc typiquement l'ouvrage bassin-nou, l'ouvrage de prise en amont ou l'ouvrage de restitution en chute, les dépenses pour les aménagements, donc qui comprend entre autres les terrassements, les plantations, le réseau d'arrosage et d'eau potable, l'assainissement, l'éclairage, etc. Et les dépenses pour la dépollution des eaux pluviales avant rejet dans le parc, notamment via la création de bassins filtrants composés de différentes variétés végétales. Donc grâce au modèle, on évalue qu'1 million d'euros de dépenses d'investissement pour le parc des Égalades générera en moyenne 1 750 000 euros de chiffre d'affaires, 710 000 euros de valeur ajoutée et 10,9 ETP. En termes d'analyse, on arrive à la conclusion que les dépenses en faveur des services d'aménagement paysager génèrent davantage de retombées socio-économiques que les dépenses d'aménagement qui ont recours au génie civil ou au secteur de la construction. Donc, ce qui veut dire que, en termes local, le secteur de l'ingénierie écologique est plus intéressant.
Concernant les dépenses de fonctionnement, elles rassemblent les dépenses d'animation, donc tout ce qui est communication, accueil, gestion des animations permanentes, manifestations, les dépenses d'entretien, donc la rémunération des jardiniers et du personnel d'entretien, ainsi que le remplacement des matériaux et des plantations, et les dépenses de sécurité liées à la rémunération des gardiens. Là encore, grâce au modèle, on a évalué qu'1 million d'euros de dépenses de fonctionnement pour le parc des Égalades, générant en moyenne 1 900 000 euros de chiffre d'affaires, 1 300 000 euros de valeur ajoutée et 21,6 emplois temps plein. La deuxième approche qui a été utilisée, c'est l'approche par les services écosystémiques, qui permet de mesurer les différents services rendus par les écosystèmes, classés en fonction de 4 catégories de services définies par le Millennium Ecosystem Assessment. Donc les services d'approvisionnement, les services de régulation culturelle et de support. Donc là, ce tableau est issu d'une publication de la MEB concernant les bénéfices socio-économiques des infrastructures vertes en ville. Donc je vous invite à aller voir parce que je ne sais pas si c'est lisible, c'est quand même un peu petit. Et donc pour l'approche par les services écosystémiques, il y a différentes méthodes d'évaluation qui sont appliquées en fonction de la nature des services. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on a la méthode des prix de marché, la méthode des préférences révélées, qui rassemble la méthode des coûts évités, des coûts de remplacement et des prix hédonistes, et la méthode du transfert de bénéfices. Alors, concernant l'approvisionnement en eau, donc dans le parc, l'eau utilisée pour irriguer les espaces verts proviendra du ruisseau des Égalades. Donc ça va permettre de réaliser des économies d'eau importantes et de s'affranchir du réseau de distribution d'eau potable de la ville. Donc en se basant sur les besoins annuels d'arrosage et le prix de l'eau potable à Marseille, on a utilisé la méthode des coûts évités qui nous a permis d'estimer le service d'approvisionnement en eau à 75 692 euros par an. Concernant la production alimentaire, plusieurs études ont été réalisées sur la production annuelle de fruits et légumes en moyenne par hectare en agriculture urbaine. Et donc, dans le parc des Égalades, les jardins potagers occupant 0,33 hectares, on a pu estimer la valeur annuelle de la production de fruits et légumes à 14 000 euros environ. Concernant la régulation du climat local, l'étude se focalise sur la lutte contre les îlots de chaleur. Donc, selon les différentes études, différentes études qui ont été réalisées sur ce sujet, les 14 hectares de surface prévus pour le parc ainsi que la restauration du ruisseau devraient rafraîchir très localement l'air de 3 à 6 degrés et cet effet pourrait être ressenti jusqu'à 100 mètres en dehors du parc. Donc, pour calculer ce service rendu, on utilise la réduction de consommation énergétique liée à l'utilisation de la climatisation lors des fortes chaleurs. Et on arrive à un chiffre compris entre 430 000 et 870 000 euros par an. Pour calculer, enfin, il aurait également été possible de calculer, d'évaluer la réduction du risque de mortalité lié à la chaleur grâce aux travaux sur la valeur d'une vie statistique, mais ces travaux sont assez controversés et n'ont donc pas été évalués dans le cadre de cette étude. Concernant le stockage de carbone par la végétation, donc le parc fait 14 hectares, donc la contribution de cet écosystème à la régulation du climat à l'échelle globale est assez limitée. En croisant les données de surface avec les différents milieux présents dans le parc, donc il y aura des pinettes, des chênaies, des pelouses, des zones humides, on arrive à un service de 4 740 euros. Concernant les émissions évitées de gaz à effet de serre, on utilise le même raisonnement qu'on a eu précédemment pour la régulation du climat local et la diminution de la consommation de climatisation. Et on arrive à un total de 80 000 euros pour les émissions de gaz à effet de serre évitées par le rôle d'îlot de fraîcheur joué par le parc. En termes de régulation de la qualité de l'eau, le système de phytoépuration permettra d'atteindre une qualité d'eau équivalente à celle des eaux de baignade, ce qui aurait été également possible par l'assainissement collectif de la ville de Marseille. Et donc, en se basant sur le prix de cet assainissement collectif et les mètres cubes nécessaires à l'arrosage du parc, on estime ce service à 65 000 euros par an. Concernant l'atténuation du risque inondation, on a fait l'hypothèse que si le site n'était pas utilisé pour le parc des Égalades,
il aurait été utilisé pour la construction d'habitats, ce qui est fortement probable étant donné la pression démographique à Marseille. Donc, on a évalué le service de prévention des inondations grâce à la méthode des coûts évités sur le fait qu'en absence du parc, les habitations auraient été soumises au risque d'inondation. Et grâce à un traitement SIG, on a pu connaître les surfaces concernées par ces inondations. On obtient ainsi une valeur pour le service de prévention du risque d'inondation estimé à 500 000 € par an. Concernant le service de support de biodiversité, donc on a estimé l'estimation est basée sur la publication qui fait référence de Groot et de ses co-auteurs de 2012, qui ont évalué le service de support de la biodiversité à l'année par hectare et en différenciant selon les types d'écosystèmes qui y sont liés. Et donc pour le parc des Égalades, on arrive à une estimation à 13 800 € par an. Concernant le service d'aménité paysagère, donc on a utilisé la méthode des prix hédonistes qui permet de mesurer l'augmentation du prix de l'immobilier grâce à la vue sur le parc. On calcule ensuite la différence entre la taxe foncière, excusez-moi, collectée pour un logement qui bénéficie de cette vue et un logement qui n'en bénéficie pas, ce qui va refléter la valeur du service. Au total, l'aménité paysagère engendre des bénéfices moyens de 2 millions d'euros par an pour la collectivité territoriale. Enfin, concernant la santé, il y a énormément d'études qui montrent les bénéfices des espaces verts urbains sur la santé. Je vais les citer en vrac, mais on peut parler ici de l'amélioration de la qualité de vie, du bien-être, de la relaxation, de l'amélioration du système immunitaire, de la pratique sportive, du développement cognitif, au contraire de la diminution de la dépression, du stress, du bruit, de la pollution de l'air, de l'obésité, du cancer. Je vous invite à lire une publication qu'on a fait également à ce sujet qui s'appelle Santé et biodiversité, nécessité d'une approche commune, et qui permet d'avoir des éléments plus précis et étayés scientifiquement sur ce sujet des liens entre santé et biodiversité. Voilà, concernant la santé, la valeur de ce service écosystémique a été estimée à 7 millions d'euros par an. Donc le chiffre est quand même à prendre avec des pincettes, étant donné la difficulté à quantifier ces bénéfices et les multiples hypothèses sous-jacentes. Enfin, les espaces verts ont également un rôle d'éducation et de sensibilisation, mais qui n'a pas été évalué dans le cadre de l'étude. Donc pour conclure, finalement, on arrive avec 1 million d'euros dépensés dans le projet du parc des Égalades. Pour chaque million d'euros dépensés, on arrive à 6 200 000 € de bénéfices publics et privés attendus, donc avec un effet multiplicateur assez important. Donc bien sûr, l'évaluation économique a ses limites qu'il ne faut pas mettre de côté, mais toute évaluation économique est un élément qui peut apporter des éléments concrets et peut faire pencher la balance en faveur de ces projets de SFN, qui sont des solutions concrètes et qu'il est nécessaire de développer. Donc merci beaucoup et puis je suis disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup Théo pour cette présentation. Oui. On avait une question qui portait sur la résilience au changement climatique des outils et méthodes d'évaluation dans Nature for Cities. Benedetto, est-ce que vous diriez que les outils et méthodes d'évaluation socio-économique dans Nature for Cities peuvent être considérés comme résilients au changement climatique? Oui, c'est vrai. Je n'ai pas pu détailler tout du niveau méthodologique, mais je peux vous dire que en fait, derrière cette analyse des coûts-bénéfices, il y a un modèle de dynamique des systèmes où on a en fait, réalisé un modèle dynamique sur les temps où les espèces d'arbres qui sont pris en compte, notamment on a une trentaine d'espèces d'arbres. En fait, la croissance est liée aussi à des projections des changements climatiques et notamment sur les changements de pluie, changements de température. Et donc, on a des scénarios possibles à réaliser dans les mettre en œuvre dans les modèles. Et une fois qu'on a fait des simulations, on a généré des archétypes, et donc on a plusieurs
situation, en fait, scénario, on peut l'appeler scénario, où on a évalué les coûts et bénéfices liés à ça. Et donc, je disais dans ma réponse sur la chat qu'en fait, on prend en compte aussi des services écosystémiques utilisés, qui on peut prendre en compte pour réduire l'impact sur les changements climatiques, notamment à l'échelle globale, ce qui concerne la séquestration des carbone, et aussi à l'échelle locale, la réduction des îles, des chaleurs, je pense qu'on peut dire comme ça en français, donc heat island effect, pour se comprendre. Et voilà, mais oui, on peut dire que pour une partie, on peut prendre la résilience en compte dans le fait que si on réalise des scénarios de simulation dans notre modèle qui prend en compte ce type de scénarios de résilience climatique, oui, c'est possible. Merci beaucoup Benedetto pour ces compléments. Une petite question vis-à-vis de l'évaluation Merci. Vis-à-vis de l'évaluation du parc des Égalades, Théo, est-ce que vous savez un petit peu comment cette évaluation elle a pu être utilisée par la ville de Marseille sur les données quantitatives qui ont été apportées, ou de manière générale, comment ce type d'évaluation peut être utilisé après par les collectivités? Oui, alors nous on a présenté du coup cette évaluation qu'on a réalisée à Euroméditerranée qui porterait le projet du parc des Égalades. C'était fin 2019, donc ils sont largement intéressés évidemment par cette évaluation et ils veulent porter ce projet du parc des Égalades. Mais aujourd'hui, rien n'a encore été enclenché et c'est encore compliqué avec la situation sanitaire actuelle liée au Covid-19. Donc voilà, ils restent fortement intéressés et on verra ce que ça va donner pour les prochaines années. Mais il y a plus d'informations qui sont disponibles sur le site internet d'Euroméditerranée sur ce point. Je crois qu'on a Anne de Couroc qui est présente parmi nous. Si jamais, Anne, vous souhaitez témoigner en 1 ou 2 minutes de votre expérience sur l'outil d'évaluation des services monétaires des espaces verts, le toolkit de valeur, n'hésitez pas à faire une petite intervention dessus. Bon, écoutez, je vous remercie. Donc oui, je trouvais effectivement ces présentations très intéressantes. Moi, je me présente donc Anne de Couroc. Je travaille avec Valor, en fait, l'interprofession de l'horticulture, de la floristerie et du paysage pour tester donc cet outil toolkit. Depuis 4 ans, mais alors à la fois, on a intégré dans le test les éléments de dimensionnement des paysagistes concepteurs des infrastructures vertes qui ont été testés, mais également, en fait, l'intérêt, c'était de regarder comment ces infrastructures étaient vécues, donc l'après. Et on s'est rendu compte, par exemple, donc on a travaillé sur 4 villes. On a commencé par Niort, ensuite par Nantes, les Mureaux et Montrouge, sur des infrastructures totalement différentes. Et pour ajouter à la présentation qui a été faite donc par Théo Mouton, qui sont des paramètres qui ont été intégrés, si vous voulez, dans l'évaluation de Toolkit, je voudrais ajouter que les bénéfices économiques dépendent aussi de la collectivité et de ce qu'elle veut faire en fait de ces infrastructures, avec par exemple sur Nantes, je vois Jacques Soignon qui explique que les jardiniers sont aussi des acteurs culturels et grâce en fait aux manifestations culturelles qui ont été, si vous voulez, organisées depuis 3-4 ans sur le Jardin des Plantes à Nantes, on a pu évaluer que 2 millions de personnes visitaient ces expositions par an et que la part annuelle du coût des dépenses touristiques attribuables à ces manifestations ont été évaluées à plus de 8 millions d'euros. Donc en fait, il y a d'autres moyens de calculer des bénéfices économiques. Et sur Niort, par exemple, quand on a pu évaluer également au niveau du jardin de la Brèche que le droit des terrasses, puisqu'en fait on peut mettre des terrasses et des restaurations sur ces installations, ont apporté par exemple à la ville annuellement 85 000 euros, si vous voulez, de droits de terrasse. Donc en fait, c'est l'exploitation des jardins qui feront aussi une augmentation de la valeur économique de ceux-ci. Voilà.
Donc, il est important d'avoir un retour effectivement sur l'usage en fait de ces infrastructures vertes ou de ces solutions fondées sur la nature, puisque les infrastructures vertes de toute façon utilisent évidemment des solutions fondées sur la nature. Je me permets de continuer et de dire que cette méthodologie d'évaluation va rentrer en phase 2 et qu'elle est destinée essentiellement aux professionnels des aménagements paysagers et du végétal pour effectivement contribuer à les aider à faire passer les messages sur l'intérêt d'apporter plus de nature. D'accord. Voilà. Pour les villes qui ont été analysées, on a effectivement accumulé un certain nombre de données qui sont des données d'exploitation et des données d'observation de terrain qui nous ont permis effectivement d'évaluer en fait tous les autres types de services, donc tout ce qui est piège carbone, tout ce qui est effectivement poussière, rétention, avec une volonté de définir finalement une infrastructure verte comme une infrastructure pouvant apporter des performances au mètre carré, c'est-à-dire quelle serait la rétention au mètre carré, quelle serait effectivement, enfin voilà, pour réussir à avoir des infrastructures vertes de plus en plus performantes. Ça, c'est aussi un autre axe de développement. Voilà.